8h42 sur BFM Business et sur RMC Live. Avec Il Marc est là Fiorentino. avec Marc Fiorentino qui vient d'arriver et qui a Closier. accepté quasiment tous les sujets que je lui ai Quasiment, pas soumis. tous. Quasiment, on m'en a acheté un à la poubelle. Je vous dirai lequel dans quelques instants. On commence avec Christine Lagarde. Sur le départ, apparemment, selon le Financial Times, elle n'irait pas au bout de son mandat. Comment vous accueillez cette nouvelle? Je connais déjà la réponse. Je sens que vous allez me dire des horreurs. Non, je ne vais pas vous dire des horreurs. Je suis très surpris que dans les commentaires sur ce qui se passe à la Banque de France et à la BCE, on ne parle pas de l'ingérence politique, alors qu'on nous parle de l'indépendance des banques centrales. Moi, je suis choqué par ce qui se passe. C'est-à-dire que Vous ne pouvez pas dire qu'on n'en parle pas, on n'a fait que ça cette semaine. Non, on parle, mais pas sous l'angle sur lequel on devrait en parler. C'est-à-dire Donc sur des gens qui démissionnent avant la fin de leur mandat pour qu'on puisse nommer d'autres gens avant la présidentielle. Oui, alors ce qui m'amuse, c'est que quand Trump s'attaque à Jay Powell, le patron de la Banque centrale américaine, qu'il insulte, ce qu'il ne devrait pas faire, mais qu'il a demandé éventuellement à ce qu'il parte avant, parce que, évidemment, il n'était plus en accord avec la politique de la Banque centrale. C'est partout, première page des journaux, c'est horrible. Mais alors, quand on demande au patron de la Banque de France, et puis maintenant à Christine Lagarde, de quitter leur poste avant leur terme, pour ne pas que le prochain président et le prochain gouvernement élu démocratiquement en France, quel qu'il soit. Je veux dire, on peut avoir ses opinions sur n'importe quel parti, mais il se trouve que ce sont les Français qui vont voter. Mais François Gallo, il dit c'est ma décision personnelle. Évidemment. Je veux dire, il était tellement pressé de rejoindre une association que... oui, alors c'est très bien, évidemment. Vous dites c'est impossible, c'est pas sa décision personnelle. Il est forcément poussé vers la sortie. C'est pas sa décision personnelle. Et deux, pour la BCE, je trouve qu'on est dans un déni de démocratie, mais total. Je suis hyper choqué par ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on considère que globalement, les Français peuvent mal voter. C'est ça qu'on est en train de dire. Et qu'ils vont voter pour des gens qui sont tellement, tellement irresponsables qu'on ne veut pas leur laisser la décision de participer à la décision de la nomination du prochain patron de la Banque Centrale Européenne. Je trouve ça, pour moi, c'est scandaleux, c'est-à-dire que c'est un déni de démocratie, c'est un jugement par avance sur les gens qui vont nous gouverner, et donc on ne laisse pas au prochain gouvernement la possibilité de prendre ses décisions en toute indépendance. Donc il faut que Christine Lagarde finisse son mandat. Il faut que Christine Lagarde finisse son mandat, ça me paraît totalement évident, je ne vois pas pourquoi elle devrait partir avant sous prétexte que le prochain gouvernement ne serait pas capable de participer à la sélection du nouveau patron. Et puis, ce qu'il faut espérer quand elle va partir, c'est qu'elle soit remplacée par quelqu'un de compétent, c'est-à-dire quelqu'un qui connaisse l'économie. C'est quand même très important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre à la tête de la Banque Centrale Européenne quelqu'un qui peut être très compétent, qui parle très bien plusieurs langues, mais qui ne connaisse rien à l'économie. On a vu ce que ça a donné. Alors, je ne rejette pas la faute sur Christine Lagarde. Il n'y a pas qu'elle qui était responsable de toutes les erreurs d'appréciation. Il y a tout un comité autour d'elle. Mais voilà, il se trouve qu'à partir du moment où on représente une institution, on a la responsabilité de cette institution et on a donc la responsabilité des erreurs de cette institution. Or, il faut le dire et le répéter, la Banque Centrale Européenne n'a fait que des erreurs dans les 4 ou 5 dernières années. Dans les noms qui sortent potentiellement pour remplacer Christine Lagarde, on n'a que des faucons, des gens qui potentiellement, Isabelle Schnabel ou Glasnost, voudraient augmenter les taux. Alors, pour moi, c'est pas le sujet, si je peux me permettre. Non, parce que pour moi, le sujet n'est pas un sujet de savoir s'ils sont faucons ou colombes, c'est un sujet de savoir s'ils sont compétents ou pas. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est important... Donc quelqu'un qui augmente les taux aujourd'hui, là, vous dites qu'il est compétent. D'abord, on peut pas... Vous avez défendu le contraire. Non, on peut pas anticiper sur la décision qui va venir de la personne. C'est un procès d'intention par rapport à des déclarations qui sont faites quand la personne n'est pas encore en poste. Donc aujourd'hui, je ne peux pas juger telle ou telle personne en fonction de ses décisions. La preuve, c'est qu'aux États-Unis, on a nommé quelqu'un qui avait dit avant je ne baisserai pas les taux d'intérêt et qui va s'apprêter à baisser les taux d'intérêt de façon extrêmement drastique. Une fois à la tête de la BCE, la patronne ou le patron de la BCE va être confronté à une situation qui est très claire, l'inflation qui continue à baisser, le risque de déflation en Europe, et donc il n'y aura évidemment aucune hausse des taux, donc il faut oublier cette histoire de faucon, de colombe. Ce qui est important par contre, c'est d'avoir quelqu'un de compétent. Un économiste. Je pense que ça changerait, en tout cas quelqu'un qui connaît l'économie. On va partir aux États-Unis. On a eu les chiffres du commerce extérieur américain. Ce qu'on voit, c'est que il y a toujours beaucoup d'importations, que ça n'a pas arrêté le commerce mondial. Comment vous analysez ça ? Oui, ça m'amuse aussi ces commentaires-là. C'est-à-dire, évidemment, on se précipite sur ces chiffres-là pour montrer que, évidemment, Donald Trump
toujours dans le même sens. Hein. Donald Trump a eu tort, les droits de douane ne marchent pas. Alors moi, je voudrais juste rappeler ce qu'on disait sur les droits de douane. Il y a un an, on disait, ça va être le protectionnisme et la baisse des échanges internationaux. Donc là, c'est faux. Les échanges internationaux explosent. 2, ça va provoquer un ralentissement de la croissance américaine. La croissance américaine explose. 3, ça va provoquer une hausse de l'inflation aux États-Unis. L'inflation aux États-Unis est sous contrôle. Et 4, ça va avoir un impact sur le déficit commercial ou pas. Et donc l'idée était de dire, non, ça n'aura pas d'impact sur le déficit commercial. Alors il faut regarder les chiffres avec un peu de recul. 1, le déficit commercial n'augmente que de 2%. 2, le pays avec lequel les droits de douane ont été les plus élevés, c'est la Chine. Ça baisse de 300 milliards ou 320 milliards à 200 milliards. Donc c'est quand même une baisse qui est très significative. 3, on regarde les chiffres dans les derniers mois. Ils sont fortement en baisse de déficit commercial américain. Et donc, pour l'instant, je trouve qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions et dire regardez, il a mis en place les droits de douane et ça marche pas. Pour l'instant, vous dites ça marche, si je tire bien aussi, je tire votre conclusion. Je dis que pour l'instant, ça n'a pas d'impact sur la croissance, ça n'a pas d'impact sur le commerce international, ça n'a pas d'impact sur l'inflation. Et dans les derniers mois, on a vu que le déficit commercial avait baissé. Et surtout, si on regarde les chiffres en détail, on s'aperçoit que la hausse du déficit commercial était due aux anticipations de droits de douane avant que les droits de douane soient mis en place. Il y a eu du stock. Donc attendons un peu pour porter un jugement. Très bien, on va parler du PER puisque vous n'avez pas envie de parler des résultats d'entreprise. Le PER qui atteint des sommets parce que notamment les gens, c'est votre analyse, je vous la fais à l'avance, que plus on touche à la réforme des retraites, plus les gens sont inquiets, plus le PER augmente. Oui, alors les chiffres d'abord, 12,7 millions de Français, c'est énorme. 12,7 millions de Français, si on enlève les Français qui sont très jeunes, les Français qui sont très vieux, et donc la population de Français qui travaillent, 12,7 millions de PER en 2025, c'est 1,5 million de plus en un an. C'est colossal, avec une hausse des encours qui est spectaculaire. Et c'est très intéressant parce que là aussi, je pense que on va en reparler, et on doit en reparler. Le fait qu'on ait suspendu la réforme de retraite est une décision dramatique, qui va avoir des conséquences dramatique sur l'équilibre du système des retraites. Et ce qui est très paradoxal, et c'est très paradoxal dans tous les domaines, c'est-à-dire que d'un côté, on a des Français qui nous disent on ne veut pas repousser l'âge de la retraite, en grande majorité, et puis d'un autre côté, ils savent très bien qu'en gros, ils disent on ne veut pas repousser l'âge de la retraite, mais en fait, ils savent très bien que le système des retraites par répartition est flingué. Donc ils misent sur le fait que leur pension va baisser. Ils misent totalement sur le fait que leurs retraites vont baisser, qu'ils vont devoir travailler plus longtemps, qu'ils vont devoir cotiser plus. Donc, ils auront les trois. Ça ne sera pas fromage ou dessert. Ils auront tout. Allongement de la durée du travail, augmentation des cotisations, baisse des retraites. Évidemment, pour compenser, ils mettent en place la retraite par l'épargne. Et ils n'ont pas attendu que le gouvernement, qui ne le fera jamais... Ils font une petite réforme à eux tout seuls, quoi. Ils l'ont complètement, parce que là, on prend que le PER. Mais en fait, si on prend aussi l'assurance vie, qui est aussi un des outils les plus utilisés par les Français pour préparer leur retraite, les chiffres sont totalement hallucinants. On a des nouveaux records de mois en mois sur l'assurance vie, qui a été, il faut le dire, le placement vedette de l'année 2025. Et donc, on a des Français qui, très clairement, nous disent, d'un côté, on ne veut pas allonger la durée de travail, mais de l'autre côté, on sait que le système par répartition n'a pas d'avenir, tel qu'on le connaît aujourd'hui, et qu'il est flingué. On a les chiffres, et surtout que les chiffres qu'on a sont faux, puisqu'ils sont basés sur des prévisions de croissance. Oui. C'est un peu comme ce qu'a dit la Cour des comptes sur... c'est le corps qui dit qu'il va revoir ses prévisions à cause de la démographie qui a changé. À cause de la démographie, à cause des anticipations de croissance qui sont fausses. On aura des croissances qui sont beaucoup plus faibles que celles qui sont prises dans les calculs, et donc on va avoir un déficit du système de retraite qui va être encore plus abyssal. Je rappelle que c'est le premier poste du budget français, et le premier poste d'endettement, le premier poste de dépenses, le premier poste de service de la dette, et donc on n'aura pas le choix. Et les Français anticipent. Et alors je trouve ça extra que les Français prennent en main leur retraite par répartition en faisant de la retraite par l'épargne. Je trouve que c'est une très bonne démarche. Tout en refusant de voter pour des gens qui veulent réformer le système des retraites. Alors ça c'est totalement incohérent, c'est totalement paradoxal, mais au moins
ils épargnent pour leur retraite parce qu'ils ont compris qu'ils ne toucheront pas l'argent qu'on leur a promis. Si vous aimez Marc Fiorentino, vous le retrouverez ce soir à partir de 20h. Vous allez me faire le coup du quiz sur le nom des invités. Qui sont vos invités ce soir, Marc? Jean-François Robin, Emmanuel Le Chip, Sébastien Corchia et Virginie Robert. Je bosse avant de venir maintenant parce que je ne veux pas me faire avoir. Moi aussi, je bosse avant de vous recevoir, Marc. Rendez-vous ce soir, donc 20h, sur BFM Business, disponible évidemment en replay et en podcast quand vous en avez envie.